Le juge me regarda droit dans les yeux et dit « Nous sommes prêts à rendre notre décision. » Mon estomac se noua. Je ne pouvais plus respirer. Mes mains agrippèrent la table si fort que je sentis mes ongles s'enfoncer dans le bois. Je pensais que c'était la fin. Je pensais que j'allais perdre mon fils. Puis, sans prévenir, mon fils de 6 ans, Théo, se leva des bancs du public. Il s'avança au centre de la salle d'audience, tenant dans ses mains une feuille de papier froissé qu'il avait pliée et glissée dans son sac à dos Spider-Man ce matin-là. Sa voix était douce, mais claire. « Votre honneur, » dit-il. « Je voudrais lire quelque chose. » La salle entière se figea. Pas un bruit, pas même un frôlement. Tous les regards se tournèrent vers lui. Ce tout petit garçon dans un pull bleu marine bien trop grand, debout devant un juge, serrant une lettre entre ses mains comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Je ne pouvais ni parler, ni bouger. Je le fixais simplement, mon cœur battant si fort que cela me faisait mal. Ce qu'il dit ensuite changea tout. Je m'appelle Jessa Carter. J'ai 33 ans. Je suis graphiste indépendante et je suis la mère d'un petit garçon nommé Théo. Il a 6 ans. Il adore les dinosaures, mettre du beurre de cacahuète sur tout et dormir avec la lumière allumée. Il a mes yeux et la façon calme et attentive de son père de regarder le monde. Avant que tout ne vire au cauchemar, notre vie était simple, pas parfaite, mais simple. Nous vivions dans une petite maison de 2 chambres, à la périphérie de la ville. Le loyer était raisonnable, et le jardin avait juste assez de place pour un bac à sable et une balançoire rouillée que j'avais achetée d'occasion. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à nous. Aaron, mon mari, le père de Théo, Eddie, décédé il y a 2 ans dans un accident de voiture. C'était un mardi pluvieux. Je me souviens encore de ce que je cuisinais lorsque j'ai reçu l'appel. Du poulet sauté aux légumes. Je n'en ai plus jamais refait. Pendant un temps, je ne savais pas comment j'allais pouvoir continuer sans lui. Nous étions ensemble depuis la fac. Il avait été le premier à me faire sentir en sécurité. Ce jour-là, je n'ai pas seulement perdu mon partenaire. J'ai perdu l'avenir que nous avions rêvé ensemble. Mais j'avais Théo. Et d'une manière ou d'une autre, cela m'a sauvée. Les jours suivant la mort d'Aaron sont devenus flous. J'étais en deuil et épuisée. Mais je continuais de me lever pour Théo. Je me réveillais, je préparais sa petite boîte à déjeuner, je l'accompagnais à la maternelle avec un sourire courageux, puis je rentrais chez moi pour pleurer, dans une pile de linge. Il ne m'a jamais vu m'effondrer. J'y veillais. Il avait besoin de force. Alors je suis devenue cette force. Nous nous sommes rapprochés. Plus que jamais. Théo se blottissait contre moi sur le canapé, avec sa couverture préférée, et murmurait des choses comme « Ne sois pas triste, maman. Je suis là. » Il ne disait pas grand-chose, mais il n'avait pas besoin de le faire. Nous avions notre propre rythme, notre propre manière de guérir ensemble. Et puis, il y eut Margot, ma belle-mère. Dès le début, Margot ne m'a jamais acceptée. Elle pensait que je n'étais pas assez bien, pas issue de la bonne famille. Elle avait dit un jour à Aaron, devant moi, que j'étais une fille au grand cœur, mais qui aurait dû rester à sa place. Aaron balayait toujours ses critiques d'un revers de main, disant qu'elle finirait par m'accepter. Elle ne l'a jamais fait. Après sa mort, Margot s'est insinuée dans notre vie avec une persistance silencieuse. Au début, j'ai cru qu'elle était en deuil, elle aussi, que peut-être, elle voulait juste rester proche de Théo. Je la laissais venir. Je l'invitais aux anniversaires, aux spectacles de l'école, aux dîners de famille. Mais ses remarques ne cessèrent jamais. Tu le laisses se coucher trop tard. Il lui faut plus de discipline. Il n'a pas besoin de toute cette sensiblerie. Elle levait les yeux au ciel quand je bordais Théo, avec une chanson ou lorsque je le laissais choisir ses vêtements dépareillés. Je sentais son jugement, silencieux, constant. Un après-midi, je l'ai trouvé dans la cuisine, tendant à Théo une brochure pour une école privée préparatoire. Je n'en avais même jamais entendu parler. Quand je lui ai dit que nous ne pouvions pas nous le permettre pour l'instant, elle n'a même pas hésité. « Eh bien, dit-elle en remuant son thé,
Certains environnements sont simplement meilleurs pour les enfants. Toutes les mères ne comprennent pas cela. Je n'ai rien répondu, mais j'ai commencé à fixer des limites, des visites restreintes, des règles claires. C'est là que les choses sont devenues glaciales. Elle a commencé à remettre en question tout, mon travail, mes finances, ma façon d'éduquer Théo. Un jour, Théo est rentré après avoir passé un week-end chez elle et m'a demandé « Maman, tu crois que je serais plus heureux si je vivais avec grand-mère ?» Ce fut comme si on m'avait poignardé en plein cœur. J'ai compris à ce moment-là que ce n'était pas une question d'amour ou de soutien, c'était une question de contrôle. Margot ne pensait pas seulement que je faisais mal les choses, elle voulait prendre le relais. Elle avait vu une faille, et elle s'y était engouffrée. 2 semaines plus tard, une grosse enveloppe est arrivée à ma porte. Des papiers juridiques. Audience pour la garde. Elle essayait de me retirer Théo. Quand j'ai ouvert cette enveloppe et vu les mots « demande de garde », mes mains sont devenues engourdies. Je me suis effondrée sur le sol de la cuisine, la lettre se froissant dans ma poigne. Théo regardait, des dessins animés dans le salon, complètement inconscient que son monde était sur le point d'être bouleversé. La requête disait que Margot demandait la garde exclusive de Théo. Pas partagée, pas surveillée. Exclusive. Elle affirmait que j'étais émotionnellement instable, financièrement précaire et incapable de fournir à Théo un environnement stable. Il y avait des paragraphes entiers où elle me décrivait comme une loque endeuillée, incapable même d'habiller correctement son enfant, encore moins de l'élever. Le pire, elle n'avait pas entièrement tort. Oui, je faisais mon deuil. Oui, il m'arrivait de pleurer sous la douche ou d'oublier de plier le linge. Mais je me présentais pour mon fils chaque jour. Je le nourrissais. Je le serrais dans mes bras. Je l'aidais à faire ses devoirs. Je l'embrassais sur le front lorsqu'il faisait des cauchemars. J'étais son refuge. Et maintenant, quelqu'un essayait de faire croire au monde que ce n'était pas suffisant. J'ai appelé Léna, ma grande sœur, qui est arrivée en moins d'1 heure. Elle a lu les papiers 2 fois, avant de dire quoi que ce soit. Elle joue salement, Jess, mais tu ne peux pas la laisser gagner. J'ai engagé un avocat commis d'office parce que je ne pouvais pas me permettre autre chose. Il était gentil mais débordé. Son principal conseil était « Restez, calme, soyez respectueuse, documentez tout ». Il n'était pas très rassurant. Pendant ce temps, Margot avait embauché l'un des meilleurs avocats de la région, un spécialiste des batailles de garde hautement médiatisées. J'ai commencé à tenir un journal de chaque interaction. J'ai rassemblé les bulletins scolaires de Théo, les notes du pédiatre, des photos, des mails d'enseignants, tout ce qui pouvait montrer qu'il était heureux, en bonne santé et en sécurité. Chaque soir, après que Théo se soit endormi, je m'asseyais par terre dans le salon, entouré de dossiers et d'emails imprimés, avec des rediffusions de séries en fond sonore pour ne pas perdre pied. Et puis, il y a eu le tribunal. La première audience était purement procédurale, mais elle m'a terrifiée. Margot était assise là dans son tailleur bleu marine, ressemblant à une PDG. Elle a souri à Théo quand il est entré, mais ses yeux étaient braqués sur moi, comme un faucon guettant une proie blessée. Son avocat était élégant, sûr de lui, et savait parfaitement comment transformer de petits faits en défauts accablants. Elle n'a pas de revenus stables, dit-il. Elle travaille de chez elle, à peine. Elle n'a aucune famille proche pour l'aider. Elle souffre d'anxiété et fait encore son deuil de son mari défunt. Nous estimons que mademoiselle Carter, bien que bien intentionnée, n'est pas émotionnellement apte à répondre aux besoins à long terme de Théodore. Je voulais hurler, me lever et crier que rien de tout cela ne faisait de moi une mauvaise mère. Mais je suis restée immobile, comme mon avocat me l'avait conseillé. Calme, respectueuse. De retour à la maison, Théo sentait que quelque chose n'allait pas. Un soir, après s'être brossé les dents, il m'a demandé « Est-ce que je vais avoir 2 maisons maintenant ?» Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai menti. « Non, mon chéri. Maman doit juste régler des choses de grand. Tout ira bien. » Mais au fond de moi, je n'en étais pas certaine. Margot a continué à jouer des tours,
Elle a appelé les services de protection de l'enfance, un signalement anonyme. Quelqu'un avait affirmé que je laissais Théo seul pendant la journée, une assistante sociale est arrivée à l'improviste pendant un appel Zoom avec un client. Théo construisait des Legos à la table de la cuisine en pyjama. J'ai répondu à toutes ces questions, fait visiter la maison, proposé de fournir les contacts des enseignants et du pédiatre de Théo. Elle est repartie poliment, mais sa présence est restée comme une fumée lourde dans l'air. Le soir suivant, j'ai verrouillé la porte et pleuré dans le panier à linge. Cette semaine-là, Théo m'a dessiné un dessin. C'était une représentation de nous deux en bonshommes, main dans la main, devant notre maison. Une bulle sortait de ma tête. Je t'aime plus que tout. Je l'ai accroché au frigo et je l'ai fixé longtemps. Je ne savais pas comment tout cela allait finir. Mais je savais une chose. De toutes les cellules de mon corps, je n'abandonnerai pas. Pas mon fils. Pas sans me battre. La veille de l'audience finale, j'ai à peine dormi. Je suis restée à la table de la cuisine avec une tasse de thé froid, des papiers éparpillés autour de moi comme une armure, des emails d'enseignants louant les progrès de Théo, des notes du pédiatre attestant de sa bonne santé, des dessins faits à l'école. J'ai même imprimé le flyer de l'heure de lecture Maman et moi à la bibliothèque, où nous allions tous les mardis. Je voulais être prête. Je devais montrer que Théo ne faisait pas que survivre avec moi. Il s'épanouissait. Pourtant, le doute s'infiltrait. Et si le juge me voyait comme Margot? Et s'il pensait que mon deuil me rendait faible? Et si être émotionnelle, être douce, honnête, était pris pour de l'incompétence? Léna est venue m'aider à me préparer. Elle avait apporté des encas que je n'ai pas mangés et un dossier de vieilles photos qu'elle pensait que je pourrais utiliser. Le 3e anniversaire de Théo, son premier jour de maternelle, un selfie de nous couvert de farine en faisant « Des cookies ! Tu as tout ce qu'il te faut !» dit-elle doucement, en posant une main sur la mienne. « Tu dois juste leur montrer qui tu es vraiment. » Plus tard ce soir-là, après son départ, j'ai trouvé Théo assis en tailleur dans sa chambre, écrivant quelque chose sur une feuille lignée. « Sur quoi tu travailles, mon cœur ?» ai-je demandé en m'accroupissant près de lui. Il a levé, les yeux sérieux d'une façon qui ne semblait pas appartenir à un enfant de 6 ans. « J'écris une lettre, » dit-il. « Pour le juge. » Je me suis arrêtée. « Une lettre ?» Il a hoché la tête. « Au cas où il ne saurait pas à quel point je veux rester avec toi. » J'ai senti ma gorge se serrer. « Théo, c'est très gentil, mais... » « C'est... Bon, maman, » dit-il rapidement. « Je ne dirai rien de méchant sur grand-mère. Je veux juste qu'il sache ce que c'est que d'être avec toi. » Il a plié la feuille en 4 et l'a glissée dans son sac à dos. Je l'emmènerai, au cas où je ne savais pas quoi faire de ça. Une partie de moi voulait lui dire non, que ce n'était pas son rôle de réparer les choses. Mais l'autre partie, celle qui savait à quel point mon fils était intelligent, doux et profondément sensible, hocha simplement la tête et le serra fort dans ses bras. Le lendemain matin était froid et gris. Théo portait son pull marin préféré, celui avec le petit patch dinosaure sur la manche. Je lui tressais les cheveux en un petit chignon, comme il aimait, et je glissais un encas supplémentaire dans son sac, au cas où. Nous étions assis en silence au fond de la salle d'audience, attendant. Margot arriva vêtue d'un manteau de créateur et de talons en cuir verni. Son avocat entra avec une mallette qui semblait coûter plus cher que toute ma garde-robe réunie. J'essayais de ne pas les regarder. Je me concentrais sur la main de Théo dans la mienne. Quand le juge nous appela à la barre, je me levai avec mon avocate et pris une grande inspiration. L'avocat de Margot parla le premier. Il évoqua la stabilité financière, la routine et les bienfaits d'un foyer à 2 parents, ce qu'elle pouvait apparemment simuler avec une nounou résidente et des professeurs particuliers. Il insinua que mon foyer était un lieu de chaos et de fragilité émotionnelle. Je gardais le visage neutre. Je pensais aux mots de Léna. « Laisse-les voir qui tu es. » Quand ce fut mon tour, je parlais calmement. Je racontais au juge nos routines. L'école, les devoirs, les histoires du soir.
Je présentais des preuves des progrès de Théo, de ses amitiés, de son bien-être et de sa sécurité. Je ne pleurais pas. Je ne suppliais pas. Je me contentais de dire la vérité. Puis, alors que le juge se penchait pour clore l'audience, Théo tira sur ma main. Il se leva, s'écarta du banc et s'avança lentement. « Votre honneur, » dit-il, tenant ce même morceau de papier plié. « Puis-je lire quelque chose que j'ai écrit ?» Le juge cligna des yeux, surpris. « Tu as écrit quelque chose, mon garçon ?» Théo hocha la tête. « Oui, monsieur. C'est pour vous. » La salle devint complètement silencieuse. Même Margot semblait figée, incertaine de ce qui se passait. Le juge me regarda, puis regarda Théo. « Très bien, » dit-il. « Vas-y. » Théo déplia le papier, l'aplatit sur le bureau devant lui et s'éclaircit la gorge. Il resta là, petit mais solide, tenant cette feuille de papier comme si elle était en verre. Sa voix ne trembla pas. « Je m'appelle Théo Carter, » commença-t-il. « J'ai 6 ans. J'aime les dinosaures, les sandwichs au fromage fondu et jouer avec ma maman. Je veux vivre avec ma maman. » La salle d'audience resta figée. Le juge se pencha légèrement en avant, les mains croisées sous son menton. Théo baissa les yeux et continua de lire. « Ma maman me fait des câlins quand je me sens mal. Elle fait des pancakes le dimanche et me laisse verser le sirop même quand j'en renverse. Elle rit quand je lui raconte des blagues, même celles qui n'ont aucun sens. Quand je fais un cauchemar, elle me laisse dormir dans son lit. Elle m'appelle son cœur. Ma gorge se noua. Mes yeux me brûlaient, mais je n'osais pas cligner. Je ne voulais pas perdre une seconde. » Théo continua, ses petits doigts se crispant sur le papier. « Parfois, mon papa nous manque, alors on pleure ensemble. Mais ensuite, elle me raconte des histoires sur lui. On allume une bougie et on dit des choses gentilles. Elle dit que c'est normal d'être triste. Et normal d'être heureux à nouveau aussi. » Il fit une pause, leva les yeux vers le juge. « Je sais que grand-mère m'aime, mais elle dit que ma maman est trop douce. Moi, je pense que la douceur, c'est bien. Je ne veux pas vivre dans un endroit où je n'ai pas le droit de ressentir des choses. Je veux vivre avec la personne qui me laisse être un enfant. » Il replia soigneusement la lettre et regarda autour de la salle. Tout le monde était immobile. Même Margot avait baissé les yeux. « Je voulais juste que vous le sachiez, » ajouta-t-il, doucement. « Merci. » Puis il revint vers moi, se glissa sur le siège à côté de moi et prit ma main. J'avais envie de m'effondrer, mais je ne pouvais pas. Pas encore. Le juge nous observait toujours. Il se renversa dans son fauteuil, silencieux pendant un long moment. On pouvait sentir la tension crépiter dans l'air comme de l'électricité. Statique, enfin, il parla. « Le tribunal prend acte de la déclaration faite par le mineur, Monsieur Théo Carter. Bien que nous évitions généralement de placer les enfants dans la position de témoins, il est clair que ces paroles sont les siennes et qu'elles traduisent une remarquable clarté émotionnelle. Je les trouve convaincantes. » Mon cœur bondit, puis se figea. Convaincante n'était pas un jugement. Le juge se tourna vers l'avocat de Margot. « J'ai examiné la requête et les preuves soumises par Madame Langston et son équipe juridique. Il n'y a aucun document attestant de mauvais traitements, aucune préoccupation médicale, ni aucun témoignage professionnel indiquant que Mademoiselle Carter serait inapte. Le tribunal estime que la disparité financière seule ne constitue pas un motif suffisant pour retirer un enfant à sa mère. Surtout pas quand le bien-être émotionnel de l'enfant semble stable et solidement ancré. » Margot ouvrit la bouche pour parler, mais le juge leva la main. « De plus, » poursuivit-il, « l'enfant a exprimé un souhait sincère et articulé de rester avec sa mère. Cela pèse lourdement dans cette décision. » Il se tourna vers moi, son expression s'adoucissant. « Mademoiselle Carter, ce tribunal estime que vous êtes apte à conserver la garde légale et physique exclusive de votre fils. Les modalités de visite avec Madame Langston pourront être discutées en médiation. Mais le tribunal ne voit aucune raison de procéder au retrait définitif de la garde. » Pendant un moment, je ne pus bouger. C'était comme si quelqu'un venait de soulever un poids de 2 tonnes de ma poitrine. Mes jambes étaient en coton, mes mains tremblaient. Mais je tendis les bras et attirai Théo contre moi.
Il s'agrippa à mon cou, comme il le faisait toujours quand il avait besoin de se sentir en sécurité. Sauf que cette fois, c'était moi qui en avais besoin. Margot ne dit rien lorsque nous passâmes devant elle. Elle resta assise, raide, la mâchoire serrée, les jointures blanchies autour des poignets de son sac. Je ne jubilais pas. Je ne la regardais même pas. Je continuais simplement d'avancer, serrant la main de Théo aussi fort que je le pouvais. Nous sommes sortis dehors sous la lumière du soleil. Il faisait un peu plus chaud. Théo plissa les yeux et me sourit. « Est-ce que j'ai bien fait, maman ?» Je me suis agenouillée et j'ai embrassé son front. « Tu nous as sauvés. » Le lendemain de l'audience, la maison semblait différente. Non pas parce que quelque chose avait changé physiquement. Théo se levait toujours tôt et me tirait jusqu'à la cuisine pour préparer ses céréales. Les meubles étaient les mêmes. L'odeur de lavande de la bougie que nous allumions chaque matin flottait toujours dans l'air. Mais quelque chose en moi avait basculé. Je n'étais plus simplement en train de survivre. J'avais combattu, pour mon fils, et j'avais gagné. Ce matin-là, j'ai trouvé sa lettre, celle qu'il avait lue au tribunal, scotchée sur le réfrigérateur avec un aimant en forme de dinosaure. Il avait écrit son nom en bas au crayon rouge et dessiné un petit cœur à côté. Je suis restée là longtemps, à la relire ligne par ligne, jusqu'à ce que mes yeux se brouillent et que je doive m'asseoir. Il avait écrit cela pour moi, pas parce que je lui avais demandé, pas parce qu'il pensait que cela m'aiderait à gagner, mais parce qu'il me voyait, parce qu'il ressentait notre lien et, à sa manière, il s'était levé pour le protéger. Nous sommes allés au parc cet après-midi-là, juste tous les deux. Je l'ai laissé rester sur les balançoires beaucoup trop longtemps, et je lui ai acheté une glace, même si l'heure du dîner approchait. De retour à la maison, il m'a demandé si nous pouvions appeler l'ancien numéro de son père pour laisser un message, comme nous le faisions avant. J'ai tenu le téléphone contre son oreille, pendant qu'il murmurait « Papa, le juge a dit que je peux rester avec maman. J'ai été courageux, comme toi. » Cette fois-là, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je crois que beaucoup de gens sous-estiment ce que les enfants comprennent. Ils pensent que jeunesse rime avec ignorance. Mais Théo savait. Il ressentait la tension. Il voyait le stress sur mon visage, entendait les appels téléphoniques chuchotés, remarquait les nuits où je restais trop longtemps près de son lit. Il percevait tout. Et pourtant, il a choisi l'espoir. Il a choisi l'amour. Quelques semaines plus tard, nous avons rencontré un médiateur désigné par le tribunal pour discuter des droits de visite de Margot. C'était tendu, mais civilisé. J'ai accepté des visites supervisées une fois par mois. Non pas parce que je voulais qu'elle fasse partie de notre vie, mais parce que Théo le voulait. Il l'aimait à sa manière, et je ne voulais pas lui enseigner que l'amour devait s'accompagner de haine. Elle ne s'est jamais excusée, ni pour la demande de garde, ni pour les mensonges au tribunal, ni pour avoir tenté de détruire la vie que j'avais construite. Mais cela n'avait plus le pouvoir de me briser. À travers tout cela, j'ai compris quelque chose d'important. Être mère ne signifie pas être parfaite. Cela ne veut pas dire avoir la plus grande maison, le meilleur travail, ou toujours savoir quoi faire. Cela signifie être là, même quand on est épuisé. Cela signifie mettre les besoins de quelqu'un d'autre au-dessus de sa propre fierté, de sa peur, de sa douleur. Cela signifie donner de l'amour librement, même quand on doute que ce soit suffisant, parce que pour eux, c'est suffisant. Il fut un temps où je croyais que la douceur était une faiblesse, que si je pleurais trop ou que je serrais Théo trop fort, je prouverais que Margot avait raison. Mais aujourd'hui, je vois les choses autrement. Être doux ne veut pas dire être faible. Être doux, c'est être un refuge. Être doux, c'est être fort, là où cela compte vraiment. Théo me l'a appris. Il m'arrive encore parfois de me réveiller au milieu de la nuit, craignant que la décision du tribunal n'ait été qu'un rêve. Alors je marche à pas feutrés dans le couloir. J'ouvre doucement la porte de sa chambre et je le regarde dormir. Ses jambes emmêlées dans les couvertures, sa bouche entr'ouverte, un bras serrant son tigre en peluche comme s'il détenait tous les secrets de l'univers. Et là, je peux enfin souffler. Nous allons bien. Mieux que bien. Nous sommes entiers.
Si vous êtes parent, ou si vous avez déjà dû vous battre pour protéger quelqu'un que vous aimez, vous savez ce que cela fait. Vous connaissez la panique de se sentir impuissant, et le feu que cela allume en vous. Vous savez ce que c'est d'être sous-estimé, écarté, et qu'on vous dise que vous n'êtes pas assez. Mais j'espère que vous savez aussi que votre amour compte, même quand il est silencieux, même quand il est remis en question. Et si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, vous faites mieux que vous ne le croyez. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous aimez, ou quelque chose pour lequel vous avez dû vous battre, j'espère que vous prendrez un moment pour aimer cette vidéo. Cela aide plus que vous ne le pensez. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui, quelqu'un qui traverse une bataille pour la garde, ou qui essaie simplement de maintenir sa famille unie, un jour après l'autre. Et laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais entendre votre histoire. A-t-on déjà essayé de vous faire croire que vous n'étiez pas suffisant? Qu'avez-vous fait? Comment vous êtes-vous relevé? Enfin, si vous voulez découvrir d'autres histoires vraies et puissantes comme celle-ci, des histoires de force, d'amour et de ces instants qui changent tout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ce qui arrive. Merci d'être là, de m'avoir écouté, de vous être soucié, d'un cœur à un autre.